Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 7 qui a tué le Baron Rouge. Avant même l'apparition des moteurs à réaction et du Kevlar, les avions étaient essentiellement composés de bois et de toile pendant la Première Guerre mondiale. Les technologies de l'aviation n'étaient qu'à leur début et étaient très loin d'être commodes en temps de guerre. À cette époque, remporter 20 combats aériens garantissait à un pilote d'entrer dans la légende de l'aviation. Le Baron Rouge, ou Diable Rouge, est un aviateur allemand crédité d'avoir abattu au moins 80 avions ennemis. Le Baron est entré dans l'histoire comme étant le pilote le plus prolifique de toute la guerre des deux côtés. Et le 21 avril 1918, Manfred von Richthofen, le Baron Rouge et son escadron ont attaqué une formation d'avions menée par des pilotes britanniques et canadiens en France. Le triplan rouge sang du Baron se met bientôt à la poursuite du pilote amateur canadien, le lieutenant Wilfrid May. C'était généralement la technique habituelle de Richthofen de rechercher les avions en difficulté puis de les prendre en chasse. Cependant, il prenait aussi soin depuis des années de ne pas aller au-dessus des lignes ennemies, chose qu'il fit pourtant ce jour-là. La poursuite attire l'attention du commandant de l'escadron canadien, le capitaine Arthur Roy Brown, qui tente de l'aider. Mais c'est là que le Baron Rouge commet l'erreur fatale et vole trop loin derrière les lignes ennemies. C'est là que Brown se rapproche de lui par derrière et ouvre le feu. Les avions ont survolé une unité de mitrailleuses australiennes au sol qui a également ouvert le feu. Le pilote allemand a fait une embardée pour éviter une des salves de tir quand d'un tout autre angle, une balle l'a frappé à la poitrine, touchant gravement son cœur et ses poumons. Il trouva le courage de poser son avion sur le bord de la route, près de Sailly-le-Sec dans la Somme. Mais lorsque les troupes l'atteignirent, le Baron Rouge était déjà mort, tué par une seule balle. Les historiens militaires attribuent souvent à Brown le mérite d'avoir abattu le Baron Rouge. D'autres affirment que c'est un tirailleur australien au sol qui a porté le coup fatal. À ce jour, personne ne sait qui a tué le Baron Rouge. Le capitaine canadien Arthur Roy Brown a admis lui-même qu'il n'avait pas vu qui l'avait tué et n'a jamais beaucoup parlé de l'incident. Diverses théories ont réduit le nombre de tireurs probables à 3 tirailleurs australiens différents. Beaucoup d'entre elles désignent le sergent Cedric Popkin, qui était dans une position appropriée pour tirer sur le Baron Rouge compte tenu de l'angle de la balle qui l'a touché. L'état mental confus du Baron Rouge a également été remis en question. Pour un pilote aussi expérimenté et compétent, il a volé dangereusement bas au-dessus des territoires ennemis et a été excessivement focalisé sur sa cible. Certains experts avancent qu'il souffrait peut-être de lésions cérébrales dues à une blessure récente, ce qui a conduit à ce qui semble être un manque de discernement par rapport à ses compétences habituelles en matière de prise de décision. Numéro 6. Le bateau fantôme. En octobre 1917, la goélette à 3 mâts britannique, la Zebrina, a quitté Cornwall pour la France avec une cargaison de charbon sous le commandement d'un homme nommé capitaine Martin. Le voyage devait durer environ 30 heures, mais le navire n'arrivera jamais à destination. Des unités françaises le retrouveront 2 jours plus tard au sud de Cherbourg où il s'était échoué. Le Zebrina semble indemne, mais l'équipage est introuvable. Il n'y a aucun signe extérieur de ce qui a pu se passer. Le canot de sauvetage est toujours en place, le feu de la cuisinière est allumé et quelqu'un a mis la table pour 5 personnes. Les vêtements et les effets personnels de l'équipage sont d'ailleurs toujours à bord, de même que le journal de bord du navire, qui ne contient aucune entrée suspecte. Il existe de nombreuses théories sur ce qui a pu arriver à l'équipage, dont la disparition reste à ce jour un mystère complet. L'une d'entre elles suggère que les marins seraient peut-être passés par-dessus bord en pleine tempête alors qu'ils tentaient d'arrimer tout ce qui se trouvait sur le pont, mais cela semble peu probable étant donné l'état intact du navire. Une autre théorie suppose que l'équipage d'un sous-marin allemand a enlevé les hommes à bord du Zebrina. Cette hypothèse est très plausible puisque la Première Guerre mondiale était déjà en cours, mais surtout parce qu'un navire proche avait récemment signalé avoir vu un U-boat dans les parages. Les historiens locaux ont découvert des documents révélant qu'il y avait 23 personnes à bord contre les 6 habituelles. Cela suggère que les Britanniques avaient peut-être utilisé le Zebrina comme un navire-leurre.
qui avait pour mission d'attirer les U-boats peu méfiants au combat. Peut-être s'agissait-il de la véritable nature du voyage et que quelque chose a mal tourné, faisant basculer la victoire en faveur des Allemands. Mais nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il est advenu de l'équipage à bord de l'infortuné vaisseau fantôme. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Qu'est-il arrivé à l'équipage du Zebrina à votre avis? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. Le tueur en série disparu. Le chaudronnier hongrois Bélakis était apprécié dans son petit village natal. Lorsqu'il a quitté le village de Sintoka pour servir durant la guerre en 1914, sa réputation était intacte. Mais tout a changé en 1916 lorsque le propriétaire de Bella a appris qu'il était mort au front et s'est rendu chez lui pour nettoyer sa maison afin qu'il puisse la louer à quelqu'un d'autre. Sur la propriété, le proprio a trouvé 7 grands barils de fioul, mais lorsqu'il a tenté de les ouvrir, il a été confronté à l'incontestable odeur de la mort. Il a appelé la police de Budapest qui s'est rendue sur les lieux et a trouvé une femme étranglée dans l'un des barils. Ils ont trouvé 24 corps au total dans les barils et ailleurs dans la propriété. L'enquête a révélé que Kiss avait ciblé des femmes par le biais d'annonces personnelles locales publiées dans le journal, les attirant chez lui avec des promesses d'amour et de mariage. Mais ce que les détectives n'ont pas réalisé à l'époque, c'est que le tueur en série était toujours bien vivant et se battait en première ligne. Mais lorsqu'il a appris que les autorités étaient sur sa piste, Kiss a fait tout ce qu'il pouvait pour échapper à la capture. À un moment donné, alors qu'il se remettait d'une blessure de combat dans un hôpital, il a mis le corps d'un homme mort dans son lit et s'est éclipsé juste au moment où les enquêteurs se rapprochaient de lui. Mais entre le chaos de la guerre et les rapports contradictoires sur les allées et venues de Bella, il est devenu impossible de le retrouver. De nombreuses personnes ont déclaré l'avoir vu dans divers endroits, y compris aussi loin qu'à New York où quelqu'un a déclaré qu'il travaillait comme concierge. Et lorsque les autorités sont arrivées en 1936 pour enquêter sur lui, il avait déjà disparu. Personne ne sait ce qui est arrivé à Bélakis, ni combien de temps il a vécu, ni à quoi ressemblait le reste de sa vie. Numéro 4. Qui a tiré le premier coup de feu? De nombreux historiens attribuent généralement aux Austro-Hongrois le coup de feu qui a officiellement déclenché la Première Guerre mondiale. Mais outre la cause immédiate de la Première Guerre mondiale que nous connaissons tous, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo, tout le mystère est de savoir qui a tiré le premier coup durant le conflit. Une balle a été tirée sur les Serbes depuis la canonnière de Bodrog le 29 juillet 1914. C'était le long du Danube où se trouve encore aujourd'hui le navire restauré. Mais on ignore toujours qui a tiré le premier coup de feu de la guerre au nom de l'Empire britannique. Il existe au moins 3 événements qui se disputent le titre. La tradition militaire veut qu'un batteur de cavalerie nommé Caporal E. Thomas ait tiré la première balle en Belgique le 22 août 1914. Thomas ainsi que son escouade ont rencontré 4 cavaliers allemands lorsqu'il a ouvert le feu, mais personne n'a été blessé lors de cette escarmouche. Mais 10 jours auparavant, un soldat ouest-africain dans l'armée britannique, Alaji Grunchi, avait tiré sur les forces allemandes au Togo où elles protégeaient une station de télécommunications. Les Australiens pourraient également avoir des arguments valables pour affirmer qu'ils ont tiré le premier coup de feu au nom des Britanniques. Le 5 août 1914, un équipage dirigé par le sergent d'artillerie John Purdue a tiré sur le navire allemand SS Pfalz dans les eaux situées juste au sud de Melbourne. Le navire essayait de quitter le port sans se faire remarquer le lendemain de la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l'Allemagne lorsque le tir a eu lieu. Il a quand même tenté de s'éloigner même après plusieurs coups de sommation, mais l'équipage finira par céder et ramènera le navire dans la baie sous la surveillance d'une garde armée. Numéro 3. Le trésor des tsars. La Russie devait faire face à la fois à des ennemis extérieurs et à une insurrection intérieure. Et au fur et à mesure de la Grande Guerre, les problèmes internes allaient conduire à l'exécution de la famille royale russe. C'est dans ce contexte politique instable qu'il a été décidé que la majorité des réserves d'or russes, environ 73%, seraient déplacées vers l'intérieur du pays pour les mettre en sécurité. L'or a été envoyé à Kazan depuis Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg. De là, il va être éparpillé avant de complètement disparaître. Malheureusement, personne ne sait avec certitude où cet or a atterri. Certains pensent que l'or a été saisi par l'amiral Alexandre Kolchak qui en a dilapidé
possédait la majeure partie, voire la totalité, en menant une guerre désespérée contre Lénine. D'autres prétendent que l'or a été caché dans des coffres secrets en Sibérie qui ont été oubliés avec le temps. Une autre théorie est que la horde entière a été enterrée dans les bois. L'or serait enterré sous la ville d'Omsk, tout près des frontières kazakhes, où il aurait été caché dans une série de tunnels. Une autre théorie veut que l'or ait coulé au fond du lac Baïkal, ou même qu'il ait été enterré quelque part en Sibérie. La réalité est qu'il existe une infinité de théories sur la destination de l'or. Une autre rumeur populaire veut que les hommes qui ont enterré l'or aient été exécutés dès qu'ils ont terminé pour s'assurer que l'emplacement de l'or reste secret. Personne ne sait avec certitude quelle théorie est vraie et si l'or est toujours là, quelque part enfoui sous les terres en Sibérie. Numéro 2. Qui a tué John Parr? L'un des plus grands mystères du premier conflit mondial est le destin de John Parr, le jeune homme qui est entré dans l'histoire comme étant l'un des premiers, sinon le premier citoyen britannique à être tué pendant la Première Guerre mondiale. Mais si nous savons que John a été tué, nous n'avons aucune idée de ce qui lui est réellement arrivé. Parr était un jeune homme de Londres qui s'est engagé pour combattre durant la guerre alors qu'il n'avait que 14 ans. Comme beaucoup à l'époque, il a menti sur son âge afin de s'engager dans l'armée et de se battre pour le Royaume-Uni. Il devait être déployé dans le nord de la France en 1914 et rejoindre une unité chargée d'empêcher les Allemands d'avancer en Belgique. Le problème était que Parr était déjà porté disparu au moment où ses camarades ont affronté les troupes allemandes. L'armée britannique a continué de prétendre que Parr était vivant pendant plusieurs mois avant de finalement admettre tardivement sa mort en 1915. Parr était membre de l'équipe de reconnaissance. Ils avaient pour mission de parcourir à vélo la campagne déchirée par la guerre et de délivrer des messages. L'un de ses camarades a affirmé que Parr avait été tué lorsque l'unité s'est heurtée aux Allemands dans le cadre de la bataille de Mons, le premier grand affrontement britannique de la guerre. Cette histoire a même été soutenue par une fillette belge âgée de 8 ans à l'époque qui a déclaré plus tard que le corps de Parr a été récupéré et enterré par les Allemands. Mais les chercheurs dans le domaine militaire et de la guerre affirment que l'escarmouche qui a mené au décès de Parr n'a pas pu se produire comme elle a été décrite par ses camarades. Les Allemands étaient très loin de la zone où se trouvaient les messagers et il n'y a absolument aucune trace de cette rencontre dans les dossiers, journaux intimes ou registres des forces britanniques, voire même allemandes. Ce qui laisse la possibilité que le soldat ait été victime d'un tir ami. Peut-être que les troupes britanniques et belges étaient si peu familières les unes aux autres qu'ils se sont confondus pour des Allemands. La réalité est que nous ne saurons peut-être jamais comment John Parr est mort. Sa mère a écrit lettre après lettre à l'armée britannique dans l'espoir d'obtenir des informations sur sa mort, mais elle n'a jamais obtenu la réponse que toute mère mérite. Numéro 1. La femme mystère. Nous continuons de découvrir des photos et des documents bouleversants de la Première Guerre mondiale, même après tout ce temps. 70 photos de la Première Guerre mondiale ont récemment fait surface dans le nord de la France. Il s'agit de photos privées et certaines d'entre elles montrent un jeune lieutenant habillé de ce qui semble être un uniforme de l'armée néo-zélandaise. Une autre photo montre un autre membre de l'armée néo-zélandaise qui a apparemment été promu de lieutenant à capitaine pendant la période où les photos ont été prises. Il était accompagné d'une femme assise sur ses genoux, la même personne qui portait l'uniforme de lieutenant sur les premières photos. Les photos semblent avoir été prises dans la villa des Acacias sur la rue Saint-Denis à Alencourt, tout près des champs de bataille de la Somme. Le second homme sur la photo est le capitaine Albert Arthur Chapman. Le capitaine Chapman était un militaire australien servant le bataillon Maori des pionniers néo-zélandais. Mais bien que nous sachions qui est l'homme, personne n'a la moindre idée de qui est la femme. Les photos ont également soulevé quelques questions intéressantes. La première de ces questions est bien sûr qui est cette femme. Certains des historiens supposent que la femme est une habitante du coin, et la nature spontanée de la photo suggère qu'il pourrait y avoir une relation romantique entre les deux personnes. Mais Chapman est connu pour être rentré chez lui seul et célibataire à la fin de la guerre, et la femme sur la photo porte une bague de mariée.
Il est possible qu'il s'agisse d'une amie du capitaine, de la femme d'un autre soldat ou simplement d'un membre de sa famille. On a d'abord cru que l'uniforme qu'elle portait pouvait lui appartenir, ce qui aurait fait d'elle l'une des toutes premières femmes officiers militaires. Mais cette théorie a cependant très vite été discréditée. Il n'y avait tout simplement aucune femme officier dans les armées britanniques et néo-zélandaises pendant la Première Guerre mondiale. Et étant donné la façon dont Chapman apparaît sur les photos et le fait qu'il a été promu entre la première et la deuxième photo, il devait connaître la femme depuis au moins 2 ans. Ils ont aussi clairement beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Ces photos sont peut-être le souvenir solitaire d'une histoire d'amour malheureuse. Mais le fait que Chapman soit retourné seul en Nouvelle-Zélande à la fin de la guerre, signifie-t-il que quelque chose de tragique est arrivé au couple? Les archives indiquent que Chapman ne s'est apparemment jamais marié, ce qui fait de ces photos un regard incroyablement intime et personnel sur des vies touchées par la guerre. Et voici la société secrète qui contrôle le monde. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.